Bonsoir fidèles téléspectateurs et très heureux de vous retrouver une fois de plus sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média pour cette autre édition de votre émission Appel sur le continent consacrée à l'actualité internationale. Ce soir, vous le savez, comme tous les soirs d'ailleurs, cette émission Appel sur le continent est la vôtre, chers téléspectateurs. Elle nous permet, et vous également, d'échanger sur les sujets importants et brûlants de l'actualité internationale. Ce soir, nous avons choisi de parler avec vous de deux actualités, notamment la MINUSMA du côté du Mali qui pousse un cri de détresse. Si on va l'appeler comme ça, la MINUSMA estime être confrontée à de nombreuses difficultés pour pouvoir mener à bien son mandat. C'est sans doute une bonne nouvelle pour le peuple malien qui ne cesse de réclamer depuis des mois le départ de la mission onusienne dans le pays. Par la suite, on parlera aussi de la réforme des retraites, une fois encore du côté de la France. 12e jeudi de mobilisation sur toute l'étendue du territoire français. Ils sont nombreux dans les rues de la France depuis des semaines pour réclamer le retrait pur et simple de cette fameuse réforme des retraites. Nous parlerons donc de ces deux actualités avec vous, chers téléspectateurs, et nos invités dans cette édition d'Appel sur le continent. Pour faire le débat ce soir, nous sommes avec vous en direct de la France. Gamal Abina, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu présent. Également avec nous, monsieur Abdel Salem Itache, membre d'Europe Écologie Les Verts et journaliste, ancien élu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Eh bien, on va peut-être parler du Mali un peu plus tard, mais avant, le temps que Issa Diawara nous rejoigne, on va parler de cette fameuse réforme des retraites du côté de la France. L'interrogation que nous nous posons ce soir, c'est si Emmanuel Macron pliera enfin face à la pression populaire qui ne cesse de s'intensifier du côté de la France. Le dernier mot, ce sera demain, c'est demain qu'on l'attend. On va voir si cette fameuse réforme des retraites va être retoquée par le Conseil constitutionnel. Mais avant, Gamal Abina, on le disait au début de cette émission, 12e jeudi de mobilisation. Est-ce que du côté de la France, la mobilisation faiblit? Alors, nous, elle ne faiblit pas actuellement, on est plutôt sur une phase ascendante. Le sentiment qui est donné par les médias français qui veulent donner l'impression que ça commence à faiblir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une mobilisation, ils comptent le nombre de manifestants qui sont encore dans la rue et ils constatent qu'il y a parfois un reflux et une reprise. Donc, dans les faits, non, ça ne faiblit pas pour deux raisons. La première, parce que 70% des Français, jusqu'à 90% pour certaines questions, sont opposés, farouchement opposés à cette réforme qui a été imposée par le haut avec les 49.3. La seconde, c'est parce que le sentiment général de la population, c'est que on y vit de plus en plus mal, qu'il y a une crise économique assez aiguë, qu'il y a une inflation violente, que ça se passe pas depuis 4-5 ans maintenant, et que l'espoir s'amenuise de voir un gouvernement à l'écoute. Ils ne sont pas à l'écoute, ils sont dans une posture extrêmement offensive, et ça ne passe pas. Donc c'est une des raisons pour lesquelles la mobilisation continue à se maintenir, parce que malheureusement, le gouvernement n'a pas fait un travail de dialogue avec les organismes paritaires, a refusé de les recevoir, on les a reçus trop tard, et qu'il s'appuie sur l'espoir que le Conseil constitutionnel valide cette réforme. Elle va être retoquée, mais sera validée en l'état, pour que les choses s'amenuisent, se calment. Madame Borne, qui a reçu les syndicalistes, n'a rien proposé ni négocié, dit qu'elle est là pour la conserve. Donc on est dans un blocage total. J'ai vu tout à l'heure un personnage pour lequel j'ai pas parti de cette partie particulière, mais tout de même, Dominique Strauss-Kahn, qui est quand même très bon en économie, a évoqué 5 points de blocage, 5 points qui font que M. Macron s'est trompé dans cette réforme, a commis des fautes et des erreurs. La première, c'est de la faire maintenant alors que la France ne va pas bien. La seconde, c'est de ne pas avoir ouvert la porte au dialogue. La troisième, c'est de proposer autre chose que cette réforme, une réforme revisitée, peut-être revue en termes de collecte de fonds, faire en sorte qu'on passe pas par une réforme aussi frontale. Et surtout, l'erreur majeure, c'est d'avoir imposé l'augmentation de l'âge de la retraite, sachant déjà que c'est difficile pour la plupart des Français, et sachant surtout que beaucoup de Français ne bénéficieront pas de cette retraite. Donc c'est ce qui fait que ça ne peut pas aller en se calmant. L'opposition est vent debout, l'extrême droite qui ne manifeste pas, malgré tout, est opposée à cette réforme. L'extrême gauche est très présente sur le terrain, les syndicalistes l'emboîtent le pas, et probablement que les étudiants vont certainement emboîter le pas à tous ces mouvements sociaux qui ne font que grandir.
Cette première intervention, eh bien, Abdel-Salem Iltache, on a l'impression que le gouvernement Borne est en train de vouloir jouer le pourrissement dans ces manifestations contre la réforme des retraites. Est-ce que, d'après vous, Emmanuel Macron a raison de jouer le pourrissement? Écoutez, depuis le début, on laisse entendre, en tout cas, on laisse entendre qu'on a convié les syndicats au dialogue pour pouvoir co-construire ce projet. Ce projet, il est antisocial. Vous savez, juste pour l'histoire, en 1982, 81, Mitterrand est élu, Pierre Mauroy Premier ministre. En 82, on passe de 65 ans à 60 ans. Ça a été un véritable acquis social, et c'était une façon pour les uns et les autres de pouvoir vivre dignement à sa retraite, parce que la retraite n'est pas un devoir. Il y a une vie après la retraite. Il y a des seniors qui s'impliquent dans l'associatif, qui font du soutien scolaire, et au-delà de ça, s'occupent de leurs petits-enfants et ont une réelle vie. On s'est rendu compte que par la suite, on est passé de 60 à 62 sous le gouvernement Fillon, aujourd'hui de 62 à 64, et vous voyez ce qui est la malice qui est dans les propos d'Édouard Philippe, qui dit mais la mesure ne va pas assez loin, et que si je suis élu président, ça sera 67 ans. Donc vous voyez, et je rejoins Gamal Abina sur son avis lorsqu'il dit que les personnes vont mourir au travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ont des activités professionnelles difficiles meurent à 25% meurent à leurs 62 ans. Donc n'ont pas de retraite. Donc forcément, et c'est mécanique, vous avez des gens qui, entre 60 et 62, ont du mal à arriver à la retraite. On va leur demander d'aller jusqu'à 64, mais comprenez que c'est la mer à boire pour ces personnes-là. C'est vraiment difficile pour ces personnes-là. Et donc, je vous laisse juste imaginer 67, ils ne toucheront jamais la retraite, ils mourront avant. Donc, vous voyez, c'est une façon de détruire un acquis social en ne permettant pas aux personnes, justement, de pouvoir vivre dignement après la retraite. Donc, avoir justement cotisé pendant toute leur activité professionnelle et, in fine, ne pas leur permettre de toucher la retraite. Ensuite, il y a un problème mécanique. Vous voyez, on va vouloir retenir les seniors beaucoup plus longtemps sur le marché de l'emploi. D'accord? Ça veut dire que les jeunes entreront 2 ans plus tard sur ce même marché de l'emploi. Eh bien, ces mêmes jeunes-là, dans 40 ans, enfin dans 30 ans ou 32 ans, on leur dira, mais vous n'avez pas toutes vos annuités. Et donc, vous allez toucher le minimum vieillesse, ou alors, vous allez être forcé et contraint d'aller jusqu'à 67 ans. C'est exactement le même problème. On déporte le problème, on retient les seniors beaucoup plus longtemps, et on empêche les jeunes d'entrer sur le marché de l'emploi. Donc, vous voyez, le problème est entier. Donc, vous voyez, on est passé par des périodes vraiment difficiles en France. Vous savez, il y a eu cette période des Gilets jaunes où il y a eu beaucoup de revendications concernant le pouvoir d'achat. Nous sommes en plein dedans aujourd'hui. Lorsque vous retrouvez le panier moyen, lorsque l'on sort d'un supermarché, on se retrouve avec une dépense. Et vous savez, la dépense alimentaire, c'est une dépense qui est difficilement contrôlable. On peut gérer l'énergie, l'électricité, on peut rouler moins souvent avec son véhicule, mais manger, c'est quelque chose d'essentiel et on est obligé de remplir le réfrigérateur. C'est une dépense qui est incontrôlable. Aujourd'hui, on se retrouve avec ça. On sort d'une situation qui a été le Covid, qui a été insupportable et invivable pour l'ensemble de nos concitoyens. C'est un non-sens. Et quand Emmanuel Macron, à sa dernière intervention télévisée, dit que les syndicats n'ont pas rempli leur rôle, mais pardon, à chaque fois qu'ils ont été sollicités pour aborder le sujet des retraites, le gouvernement disait, bon, on ne discute pas de l'âge de départ, par contre on peut parler du reste. C'est juste un manque de respect et un déni de démocratie que de ne pas permettre justement d'évoquer et de maintenir cette retraite à 62 ans et pourquoi pas, selon utopique, passer à 60 ans. Donc vous voyez, il y a un vrai déni et on ne peut pas fonctionner de cette manière-là de façon autocratique.
pour cette première intervention également, Abdel Salem Itache. Mais on l'a dit également au début de cette émission, le dernier mot, c'est demain qu'il est attendu. Le dernier espoir des Français, c'est demain. On l'attend du côté du Conseil constitutionnel. Va-t-il retoquer cette fameuse réforme des retraites ou va-t-il demander qu'on la revise? On ne sait vraiment pas sur quel pied danser, étant donné que le Conseil constitutionnel, depuis sa création, a très peu renvoyé complètement des projets de loi des différents gouvernements qui se sont succédés du côté de la France. Est-ce que d'après vous, Abdel Salem Itache, il y a des risques d'implosion sociale si jamais cette réforme est définitivement adoptée par le Conseil constitutionnel? Alors, j'espère que ce ne sera pas le dernier mot. Alors, vous savez, sur le Conseil constitutionnel, pourrait retoquer la réforme totalement ou partiellement. On aura la réponse demain. Ensuite, si vous laissez penser ou supposer qu'il y aura un essoufflement, absolument pas. Les gens aujourd'hui qui continuent à manifester sont déterminés et iront jusqu'au bout. Ceux qui sont plutôt dubitatifs, ont des doutes, verront que le mouvement continuera à se maintenir et par la suite s'amplifiera. Les gens reviendront au combat parce que ils auront le sentiment que on peut encore gagner, on peut encore revenir sur cette réforme-là. On a le devoir de continuer, pas pour nous, mais pour nos enfants. Parce que le combat qui sera perdu, celui de 64 ans, il sera définitivement perdu. Et nos enfants devront se battre. Vous voyez, quel paradoxe. Ils devront se battre pour maintenir la retraite à 65 ans, plutôt qu'à 64 ans, pardon, plutôt qu'à 67 ans. Donc vous voyez, les combats, il faut absolument les mener pour nos enfants, pour nos familles, pour toutes les personnes qui justement aspirent à vivre après la retraite. Donc ça ne sera pas le dernier mot demain et moi j'ai envie de vous dire un joli petit jeu de mots, nous ne battrons pas en retraite. Merci pour cette autre intervention. Le jeu de mots, il est effectivement très drôle. Je me retourne vers vous, Gamal Abina. Le gouvernement d'Emmanuel Macron, en tout cas, depuis son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron a toujours été accusé d'être en quelque sorte un mini-dictateur. C'est comme ça que certains l'appellent du côté de la France. Gamal Abina, on a vu pendant ces manifestations des retraites-là, pendant que le peuple criait au scandale, Emmanuel Macron a accordé une interview à un journal pas très classique. Je parle bien sûr de Pif le chien. On a vu également Marlène Schiappa qui a posé dans Playboy. De nombreux ministres dans le gouvernement français font leur coming out, s'il faut parler un peu de sexualité. Est-ce que d'après vous, vous partagez l'avis de ceux-là qui pensent que les différents gouvernements d'Emmanuel Macron sont complètement hors sol, ils sont déconnectés de la réalité que vit le peuple? Oui, donc je vais répondre à votre question. Je vais déjà répondre à la question d'avant, parce qu'il faut compléter. C'est pas le dernier mouvement pour la réforme des retraites, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a quand même le référendum d'initiative partagée qui va être proposé, qui devrait sans doute peut-être faire en sorte qu'il y ait une abrogation, parce qu'il faut un peu plus de 400 000 signatures côté citoyens et suffisamment de membres à l'Assemblée qui sont totalement acquis. Donc il y a encore une autre phase politique qui va arriver avec ce fameux référendum. Donc on est loin du bout du compte. C'est pourquoi d'ailleurs, ça expliquera d'ailleurs que les manifestations continuent, parce qu'ils sont dans une phase ascendante avec la possibilité d'une sortie de crise par ce fameux référendum. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. Seconde question, oui, vous avez raison de dire, et c'est bien de le dire, je félicite Abdel Salem pour son jeu de mots, on ne bat pas en retraite, et effectivement, là, ces gens-là ne battent pas en retraite en matière de sécurité. Pourquoi? Parce que, alors, Macron fait une interview sur Pif Gadget. J'ai presque envie de le défendre, en disant que, finalement, Pif Gadget, c'est quoi? C'est le retour d'un Pif qu'on a connu dans notre enfance, et Abdel Salem pour en témoigner. Donc, il s'adresse pas tellement aux enfants, mais aux adultes. Là, c'est vrai. Ça paraît un peu fantaisiste, un peu fantasque, mais la cible qui le touche, elle est plus de 50 ans. Donc là-dessus, il n'a pas fait fausse tête. Par contre, côté Schiappa, là, on est sur quelque chose d'un peu plus sale, hein, parce que c'est pas forcément des adultes très, très avertis. Pour une femme qui parle beaucoup de féminisme, de droits des femmes et de dignité, aller se vautrer dans des postures ridicules sur Playboy, dans un magazine américain, je me rappelle, il n'est même pas français, pour faire passer un message politique, j'ai du mal à comprendre le caractère, on dira peut-être pas digne, mais le caractère clair d'un message politique de la part d'une féministe. Je ne crois pas que Playboy soit le magazine qui valorise mieux les femmes dans le monde, on s'en faut.
c'est la réification des femmes, la chosification qui conduit à faire des femmes des objets sexuels. Et elle se met en scène dans un magazine qui a toujours fait la promotion de l'objectisation, de la réification des femmes. Donc ça me paraît un peu léger. Et c'est vrai qu'on peut dire que c'est hors sol parce qu'au-delà même de ce caractère un peu crasseux et sexuel de Playboy, qu'on a bien observé, hein, on est content, on a vu la hanche de Marlène Schiappa, super. Mais ça cache un autre problème qu'elle a peut-être voulu cacher habilement, c'est l'histoire d'un financement occulte d'organisations qui devaient lutter contre le radicalisme islamique, et qui se retrouvent dans les poches de personnes qui ont fait la promotion de M. Macron, et c'est pas très classe. Et concernant le coming out dont cette référence, c'est une femme d'origine marocaine que je connais d'ailleurs, j'ai déjà rencontré plusieurs fois sur une manifestation, je vais même pas donner son nom tellement c'est pas intéressant de la nommer, qui a décidé de faire en demi-teinte un coming out. J'ai envie de dire une chose, je me fiche complètement de savoir quelles sont les orientations sexuelles des uns et des autres. Est-ce que c'est un fait politique? Non, on s'en fiche. Moi, j'aimais beaucoup de grands philosophes et intellectuels qui étaient homosexuels et qui avaient, en termes politiques, des questions de loin plus intéressantes que ce genre de stupidité. Et c'est en cela que je dis qu'on est vraiment tombé très bas en termes de politique et que ce gouvernement est hors sol. Il le fait intentionnellement ou pas, c'est difficile à dire, mais ce qui m'inquiète, c'est d'avoir des personnages obscurs comme Bruno Le Maire, qui s'est illustré par les propos d'une bêtise abyssale, la question ukrainienne, en disant qu'il allait écraser le peuple russe. Bon, la France, la Russie, bon, je vais même pas expliquer les rapports de force tellement ils sont abyssaux, mais il est certain que ce genre de méthode de détournement d'attention est destiné à faire parler d'autre chose que les sujets qui fâchent. Aujourd'hui, en France, il y a deux choses qui me rassurent. La première, la question sociale est défendue âprement par les organisations syndicales, pour une fois, sans pas en disperser, et surtout, elle est défendue âprement par la population, qui est majoritairement, dans une démocratie, la majorité l'emporterait, normalement, opposée à cette réforme qui a été mal conduite et qui n'était pas nécessaire. On l'a vu jusqu'à 2030. Mais surtout, la question sociale nous rappelle que les Français ne sortent jamais contre l'immigration. Ils ne sortent pas massivement pour mettre les immigrés dehors qui poseraient problème. Puisqu'ils ont très bien compris, en dépit de la propagande monumentale de certaines institutions privées, que l'immigration est à la marge des problèmes. C'est rien, c'est une périphérie de gens d'ailleurs fragiles, en difficulté et qui n'ont personne pour les défendre. Ils ont très bien compris que la problématique, elle est politique, économique et structurelle. Et que lorsque le gouvernement détourne l'attention sur des questions périphériques, le voile par exemple, pour ne parler que de ça, eh bien, il ne parle pas des vrais problèmes, à savoir la dégradation du niveau de vie, la paupérisation, parce que maintenant c'est même plus une question de pouvoir d'achat, c'est une question d'appauvrissement de la population française. La paupérisation, ça a été dit par Zessan tout à l'heure, les gens ne mangent pas 3 repas par jour, mais 2 repas par jour. Aujourd'hui, le panier ménagère a augmenté de 20 à 30%, et je pense que pour M. Abdel-Hamid, qui est une grande famille, il doit certainement s'en rendre compte plus que tout le monde, et que à partir de là, lorsqu'on est impacté par ces besoins primaires, on parle beaucoup de la pyramide de Maslow, les fameux besoins primaires, si on y touche à ces besoins primaires, eh bien, ça provoque des mouvements violents et révolutionnaires. Donc il faut vraiment que le gouvernement français prenne en considération cette question-là, qui est une question prioritaire. À partir du moment où vous touchez à la possibilité de subsistance, de vivre, de manger, quoi, simplement, d'une population, eh ben, vous allez vous heurter à des mouvements de plus en plus radicaux et violents dans la rue. C'est logique. Et cela rappelle, par certains abords d'ailleurs, c'est ironique, les années 20, les années 30. Ce qui a poussé les gens à se battre dans la rue, en Allemagne particulièrement, on le sait, c'est parce qu'ils mouraient de faim, parce qu'il y avait un blocus, et qu'il y avait des morts de faim dans les domiciles. Il y a eu 1 million de morts de faim en Allemagne. En France, on vivait très mal. Ça explique d'ailleurs le mouvement Les Oubliés, mais tout ça, faire en sorte qu'il y ait une question sociale qui soit remise au bout du jour avec les congés payés. Mais tout cela, c'est quoi? C'est juste les prémices d'une radicalisation européenne. On le voit avec des Orban ou la première ministre italienne, je ne sais plus son nom, Meloni. On voit avec des personnages comme ça qui sont d'extrême droite, de façon marquée et très marquée, qui ont revendiqué d'ailleurs un passé fasciste et qui aujourd'hui considèrent que l'Europe n'est pas une solution, que la mondialisation est un problème et se replient sur eux-mêmes. Et évidemment, le repli sur eux-mêmes, c'est le repli ethnique aussi. Donc toutes ces questions-là sont à poser avec beaucoup d'acuité, mais je pense que la France, qui prend le chemin de l'extrême droite, puisque aujourd'hui Marine Le Pen est créditée de quasiment une victoire sur les 2 tours, et on considère de moins en moins que c'est devenu un danger pour le pays, et elle joue bien sa partition, parce qu'on entend très peu sur la réforme des retraites, hein. Elle joue l'opposante, mais très très sage. Et bien Marine Le Pen se met dans le costume d'un homme politique, d'une femme politique en plus, une vraie femme politique, même si certains ne le sont pas. Elle se met dans un costume qu'elle est en train de bien porter, elle fait très très bien sa manœuvre, parce que moins elle parle, plus elle est créditée. Donc c'est vrai qu'on peut craindre cela, des mouvements et des violences dans la rue, c'est évident, on les voit de plus en plus, mais pas seulement, des radicalisations du côté policier qui sont de plus en plus violents, une radicalisation gouvernementale qui refuse la négociation, et une radicalisation, évidemment, j'ai pas besoin de le rappeler, au niveau de l'extrême droite et de l'extrême gauche, qui sont les 2 grands blocs aujourd'hui qui s'affrontent sur le terrain idéologique à l'Assemblée nationale.
Donc il faut se méfier de cela, et je pense que, vous avez bien fait de le dire au départ, effectivement, ce gouvernement qui utilise ces méthodes grossières des détournements, quand on parle de playboy ou de pif, on ne parle pas des questions qui fâchent, eh bien ce gouvernement-là est devenu hors sol, c'est vrai. Merci à vous, Gamal Abina, pour cette autre intervention. Abdelsalem Itache, on a beau, on peut dire ce qu'on veut aujourd'hui, on peut critiquer le mode de gouvernance d'Emmanuel Macron, on peut critiquer cette fameuse réforme des retraites, on peut tout critiquer, mais du gouvernement de Macron. Mais s'il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que Macron a été élu sur ce programme-là. Est-ce que, d'une part, les Français n'ont pas en quelque sorte, en tout cas ceux qui ont porté Macron à la tête de l'État français, n'ont pas une responsabilité dans ce qui se passe actuellement? Permettez-moi juste d'apporter une précision. En fait, les Français n'ont pas voté pour Emmanuel Macron au second tour pour avoir la retraite à 65 ans, puisque c'était c'était dans son programme de campagne. Pas du tout. Les gens ont voté au deuxième tour pour lui, pour éviter l'extrême droite. Donc il faut bien remettre les choses. Ce n'est pas un élément déterminant qui a fait que les gens ont glissé le bulletin d'Emmanuel Macron avec le vœu pieux d'avoir une retraite à 65 ans. Faux, archi faux. Donc vous voyez, c'est pas du tout. On essaie justement de nous laisser entendre que c'était un choix des Français. Pas du tout. C'était pas du tout un choix des Français. C'était un non-choix de l'extrême droite que d'avoir voté pour Emmanuel Macron au second tour. Ensuite, je rejoins Gamal Abina et que dire de plus? Son propos est complet, j'essaye juste de l'accompagner sur l'intervention de nos chers politiques sur certains magazines comme Pif Gadget. En effet, j'ai été fan de Pif Gadget pendant très longtemps, et sur Playboy. Playboy, les amis, quelle indécence! Comment est-ce qu'on peut faire un article dans un magazine qui détruit l'image de la femme et qui la réduit à un objet sexuel? C'est juste indigne d'une femme qui prétend combattre justement le sexisme, la misogynie, qui a fait de son cheval de bataille le harcèlement de rue, comme si les femmes n'étaient dérangées que dans la rue ou dans les quartiers. Et à côté de ça, lorsque Darmanin a été dérangé à un moment sur une supposée violence sexuelle, à ce moment-là, elle a été très muette ou discrète sur ce sujet, voyez-vous. Donc, vous savez, le deux poids deux mesures, malheureusement en France, c'est quelque chose qui existe toujours. Ensuite, sur l'économie, Gamal Abina évoquait Bruno Le Maire, mais à juste titre. C'est ce même qui, il y a un an, disait qu'il allait détruire l'économie russe, et que nenni, puisque aujourd'hui c'est nous qui vivons l'inflation, c'est nous, les petits citoyens, qui avons un réel problème. Et vous voyez, quand on a une vraie inflation comme celle-ci, c'est encore les petits qui souffrent. Ce n'est pas Bruno Le Maire dans son ministère bien étoffé qui a ces difficultés-là. Donc vous voyez, il faut bien remettre les choses. Aujourd'hui, c'est encore les petites gens qui souffrent de toutes ces décisions qui sont prises par nos gouvernants. À côté de ça, on se permet d'offrir des chars à l'Ukraine, qui est toujours demandeur d'armement, et il faut absolument pas dire non à Zelensky, voyez-vous. Et à côté de ça, on va vous dire qu'il manque 16 milliards pour financer les retraites, ce qui est absolument faux, puisque le comité d'orientation des retraites dit qu'il n'y a pas de situation alarmante au point de réformer à tout prix ou à n'importe quel prix. Et à côté de ça, paradoxalement, on se retrouve à budgéter 400 milliards d'euros pour l'armement, pour le ministère de la Défense. Donc vous voyez bien qu'il y a un vrai problème de priorité. Pour nous, la priorité, c'est vraiment permettre aux uns et aux autres de pouvoir vivre dignement, pouvoir remplir leur assiette, pouvoir se soigner. Et vous voyez, lorsque l'on a des Français qui choisissent entre se soigner ou manger, là il y a un vrai problème. Lorsque l'on a des personnes âgées qui finissent le marché, qui passent en fin de marché pour ramasser les légumes invendus parce que à moitié périmés, on se retrouve dans une société qui marche à l'envers, qui marche sur la tête, et c'est juste pas possible.
Abdel Salem, Gamal Abina, Emmanuel Macron maintient tout de même sa position. Le gouvernement d'Elisabeth Borne maintient sa position. D'ailleurs, sa responsabilité a été engagée. Pourquoi ce gouvernement-là tient tant à ce que cette retraite passe malgré toute la pression qui ne cesse de s'intensifier? Est-ce que on peut dire, Gamal Abina, que cette réforme est en train de servir les agendas cachés de ceux qui ont placé Macron à l'Élysée, comme on les appelle? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Non, mais je crois pas à ces agendas cachés parce que c'est clair, il n'y a rien de caché. C'est vrai qu'on a tendance à être un peu complotiste parfois en disant qu'il y a des gens derrière qui tirent les ficelles, que c'est Goldman Sachs, que c'est la banque de laquelle il a été formé, Rothschild, mais ça c'est pas vrai. Hein. Il y a des choses sont très claires. Hein. Il suffit de faire un petit effort, de se documenter pour se rendre compte que ce qui finance la France, ce sont les grands financiers internationaux, donc on appelle les fonds de pension, les fonds d'investissement, les fonds privés, des grandes institutions internationales comme les FMI, Banque mondiale. C'est ce qui finance le déficit public français ou de la plupart des pays du monde d'ailleurs. Et donc ces investisseurs, parce que ce sont des investisseurs, font des placements. Lorsque vous allez mettre un placement sur la France, ça vous rapporte en moyenne 5% par an. Macron sait que la France, elle ne veut pas être dégradée dans sa notation parce que les pays sont notés par les agences de notation américaines. Les conséquences d'une dégradation, c'est l'augmentation du taux d'intérêt pour l'emprunt. Donc on peut emprunter, mais plus difficilement et plus cher. Donc les gens qui ont demandé à Macron, entre guillemets, c'est pas les gens qui demandent, hein, c'est l'Europe, vous l'appelez comme ça. L'Europe, parce que la France est signataire du traité de Maastricht, l'Europe a imposé ce qu'on appelle les critères de convergence, dont un qui est essentiel, c'est les déficits qui doivent être maîtrisés à plus de 3% du PIB, on est à près de 5%, je crois, et puis évidemment, garantir que l'économie soit solvable, parce que l'euro est une monnaie qui se base, ce qu'on appelle les fondamentaux de l'euro, le sous-jacent de l'euro, ce qui soutient la monnaie, c'est les économies réelles, et ce qu'il y a dans les banques centrales. Et donc la banque centrale étant gérée par l'Allemagne, quasiment, c'est l'ex-Bouva qui est devenue la banque centrale européenne, eh bien on impose à ces États, comme la Grèce récemment, à ce que leur budget soit équilibré, à ce que les déficits soient maîtrisés, et à ce que l'endettement du pays soit pas trop élevé et qu'on puisse payer, qu'on puisse rembourser la dette. C'est ça la question. Donc aujourd'hui, ceux qui tirent les ficelles, si on peut parler de tirer les ficelles, ce sont les financeurs de la France. Ce sont les grands argentiers. C'est ceux-là qui tirent les ficelles. C'est pas une sorte d'obscur club privé qui va dire à Macron, tu fais ceci, tu fais cela. Non, pas du tout. Ce sont des financeurs qui ont un retour sur investissement garanti et qui ne voudraient pas voir, évidemment, s'envoler leur argent. Alors, on se souvient de la crise argentine dans les années 90. Lorsque l'Argentine a dit qu'elle était en cessation de paiement, ça a été la panique généralisée et étrangement, à ce moment-là, on n'est pas tombé sur l'Argentine. On a revu la dette, on l'a réchelonné, on a reprofilé, comme on dit ça, en profilage. On a fait en sorte que la dette soit étalée pour que l'Argentine ne soit pas en cessation. Parce qu'une cessation de paiement, ça fait un effet domino, un écroulement généralisé de ces grands investisseurs. Et à partir de là, tous les petits investisseurs qui ont cru aux grands investisseurs perdent leur économie, leurs épargnes. Les fonds de pension américains, donc c'est les fonds de retraite des retraités qui ont mis de l'argent pendant toute leur vie, s'effondrent. Et s'ils s'effondrent, c'est tout le système qui est bloqué. Il y a une crise en 29 qui a été déclenchée un peu pour les mêmes raisons. Et on ne veut pas connaître ça à nouveau. Donc Macron répond à un agenda qui est imposé par des signatures que la France a faites au niveau de l'Europe, répond à un agenda effectivement d'investisseurs qui ont mis de l'argent en France, parce que la France a une dette de 2800 milliards qui est équivalent à la totalité de son PIB, son produit intérieur brut. En gros, pour faire la traduction, le PIB, c'est la capacité de création de richesse d'un pays réel, ce que vaut la richesse du pays créé, d'accord, tout confondu. Hein. Et l'endettement qui équivaut à ça signifie que votre revenu intégral est l'équivalent de votre dette. Et aujourd'hui, la France a du mal à payer son taux d'intérêt, l'intérêt de la dette, le service de la dette. Donc là, c'est un peu technique, mais bon, très simplement pour dire que la France a emprunté et doit rembourser. Et si elle ne rembourse pas, elle se retrouve en cessation de paiement. Donc mécaniquement, si elle cesse de payer, ceux qui ont payé, qui ont financé dans la France, qui ont financé cette dette, se retournent contre elle, et ça peut déclencher des guerres. Donc ils sont obligés de faire très attention. Donc il y a bien des agendas privés qui existent, il y a bien des agendas publics, on parle de la Banque Centrale Européenne, donc des États européens, mais tout cela, c'est des pressions exercées sur Macron qui a besoin d'argent et doit sortir l'argent de différentes niches. La retraite rapporte beaucoup d'argent, c'est un fait. On sait que les caisses de retraite sont équilibrées, rapportent beaucoup d'argent, peuvent financer d'autres postes de l'État français. On se rappelle aussi de l'affaire de la RDSCSG, qu'on appelle donc les cotisations sociales, ont rapporté beaucoup d'argent. Maintenant, les comptes sont équilibrés, l'argent est largement équilibré. Il n'y a plus de déficit de la Sécu, mais l'argent qui est extirpé, qui est au-delà du déficit, qu'on a donc des équilibres, est réaffecté à d'autres postes. Donc c'est un système de vase communicant qui fait que lorsque vous avez un trou à droite, vous compensez par la gauche. Et Macron ne fait que travailler comme un financier qu'il est, puisqu'il était formé à la finance.
ne fait que travailler à la tête de l'État français comme un financier qui gère la France comme il gérait une entreprise ou une banque. Et donc, il fonctionne par débit et crédit. Il se rend compte que les crédits sont plus importants que les débits et vice-versa. Il est obligé de rééquilibrer et il va jusqu'au bout de sa démarche. Mais il n'y a pas d'agenda obscur, les choses sont très claires. Les critères de convergence ont été signés par la France avec Maastricht. Il y a donc obligation de l'État français de respecter ces critères. Ils ont été dépassés et largement débordés à cause de la crise du Covid. On demande à Macron de rééquilibrer les comptes. Mais Macron est d'accord, puisqu'il est signataire comme l'État français, il ne peut pas revenir en arrière. Ce qui pose problème, c'est que les solutions qu'il cherche, c'est au niveau de la pauvreté de la majorité des Français qui sont les moins argentés, donc ceux qui sont plus impactés. On va chercher de l'argent chez les pauvres parce qu'ils sont plus nombreux, et on va pas le chercher chez les riches qui sont moins nombreux. C'est ça la vraie problématique. Et l'autre problème, c'est la question de la dette. La France devrait négocier pour le gel, au moins le gel du remboursement de la dette, pour pouvoir enfin s'attaquer au remboursement du principal, donc de la dette à proprement parler, pas des intérêts, mais elle ne veut pas rembourser, elle ne veut pas geler cette dette, et malheureusement, c'est une course permanente à chercher de l'argent dans des niches pour pouvoir compenser. Donc c'est un peu technique ce que j'ai expliqué, mais en gros, il n'y a pas de grands argentiers derrière qui donnent des ordres. Macron a signé, comme la France, des accords qu'il doit respecter. Macron a une dette, elle doit payer sa dette auprès des Américains, essentiellement les investisseurs. Ils vont chercher l'argent dans les marchés financiers, et les marchés financiers ne sont pas des fonds, ils ne sont pas là pour faire des cadeaux. Souvent, il y a des fonds vautours d'ailleurs dedans, mais ce ne sont pas des philanthropes, ce sont des gens qui placent de l'argent dans un pays pour récupérer un rendement de 5 à 6%, c'est ce que la France garantissait jusqu'à présent, et Macron ne peut pas faire d'effort, sinon il n'aura plus les moyens de chercher à nouveau d'autres crédits auprès de ces mêmes établissements. Là, vous l'avez dit, les retraites rapportent beaucoup d'argent. On ne va pas oublier que l'Afrique rapportait également beaucoup d'argent à la France. Faut-il voir une corrélation entre ce qui se passe aujourd'hui en France et la perte de nombreux privilèges que la France a subis sur le continent africain? Alors là, votre question, et je vous en remercie d'ailleurs parce que beaucoup je fais du Chirac, et je vous remercie de me la poser, c'est une excellente question, elle est parfaitement à propos. C'est très juste de voir que la France commence à s'inquiéter de la perte de prestige qu'elle a en Afrique et des marchés qu'elle pourrait perdre. On voit le recul sur le Mali, évidemment, et sur le Burkina aujourd'hui. Elle s'attend à un effet domino. Elle est inquiète parce que son précaré africain francophone est touché. Elle ne touche pas du tout le précaré anglophone. Et pire encore, que les pays francophones commencent à rejoindre le Commonwealth. Donc c'est tout un tas de marchés financiers, de marchés qui finançaient, c'est ce que disait d'ailleurs, c'est pour ça que je parlais de Chirac. Très bien Chirac, sans l'Afrique, la France n'est rien, et il avait raison. C'est la France qui finance, c'est l'Afrique qui finance les déficits français, pour grande partie. C'est le franc CFA, cette monnaie de singe, j'appelle de singe parce qu'ils se réclament, ils pensent qu'ils ont une ascendance simiesque que les Français, donc on va parler de monnaie de singe. Ils pensent qu'ils ont des origines qui descendent du singe, c'est amusant d'ailleurs. Eh bien, cette monnaie de singe qu'ils ont créée eux-mêmes est destinée à garantir que le change soit favorable aux Français et que les produits achetés à l'Afrique ne soient pas chers. Quand vous avez 1500 € pour 1 million de francs CFA, ça vous donne un peu la proportion ridicule. Et donc c'est vrai que la France, en perdant ses précarés africains, et donc de l'argent facile, hein, c'est la réalité, hein, eh bien se trouve fragilisée. Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs les Français effectivement ont tendance à taper sur le portefeuille du français lambda, et j'ai envie de dire, que ce soit Abdel Salem ou moi, ici présents sur le plateau, sur le plateau, pas via Skype, que nous sommes des profiteurs de l'Afrique indirectement. On ne le veut pas, c'est un fait, on profite de ce que l'Afrique nous a donné gratuitement quasiment pendant des décennies. Nous avons bien vécu grâce à l'Afrique et aujourd'hui, on va manger notre pain noir. Pourquoi? Parce que l'Afrique sera moins généreuse puisqu'il y a les chefs d'État africains qui commencent à avoir un peu de dignité et qui relèvent le nez ou des coups d'État militaires avec des nationalistes qui ont décidé de patriotes et que ces Africains ne feront plus les cadeaux qu'ont fait leurs prédécesseurs. Donc c'est vrai que nous profitons des bienfaits de l'Afrique, nous en France. Hein. Le pétrole, le gaz pas cher, c'est grâce à l'Afrique. Hein. Le bois pas cher, c'est grâce à l'Afrique. Le papier pas cher, c'est l'Afrique. C'est la réalité, il faut pas se raconter l'histoire. L'énergie pas chère avec le nucléaire, c'est l'Afrique. Hein. C'est très clair. Le nucléaire, c'est cadeau. Je veux dire, le prix de l'uranium n'est pas négocié en Afrique, il est négocié en Europe. Et tout cela fait qu'effectivement, vous avez bien fait poser la question, le fait que l'Afrique soit moins généreuse, parce qu'elle sera moins poliée, de moins en moins d'ailleurs, oblige les autorités françaises à taper dans le portefeuille des Français aujourd'hui. C'est ça la réalité. C'est une très bonne question, je vous remercie parce que ça éclaire un peu plus la lanterne des gens qui voient les émissions. L'Afrique a été effectivement la bonne mère de la France, contrairement à l'idée reçue. Merci à vous également pour cette excellente intervention. Gamal Abina, Abdel Salem Itache, au vu de tout ce que Gamal Abina vient d'expliquer, Macron est en quête perpétuelle d'argent. L'argent, il le cherche
où il peut, mais comme d'habitude, malheureusement, c'est souvent les plus pauvres qui en font les frais. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui en France, d'après vous, confirme et conforte la position dans laquelle de nombreux Français voient Emmanuel Macron, c'est-à-dire le président des riches? Alors, il a suscité un véritable espoir à sa première élection. C'était le rejet d'une certaine classe politique, voyant arriver un candidat âgé à peine de 39 ans, qui se disait ni de droite ni de gauche, et se disait en même temps de droite et de gauche. Vous voyez un petit peu le flou dans lequel il a mis tous les Français. Il y a eu un vrai rejet, hein. Je ne vous parlerai pas de Nicolas Sarkozy qui a été battu à la primaire de la droite et du centre, Alain Juppé également qui était Premier ministre. De l'autre côté, sur la primaire de la gauche, vous avez Manuel Valls qui était Premier ministre, qui avait été battu. Vous avez François Hollande qui ne se présente pas, et on retrouve au deuxième tour Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron, de fait, et vous voyez l'histoire bégaye, parce qu'on se retrouve exactement dans la même situation. On se retrouve avec justement un rejet de l'extrême droite pour justement permettre l'élection d'Emmanuel Macron. Ensuite, si vous me demandez par rapport à la situation de la France, si la France a gardé sa souveraineté, je vous répondrai que non, puisque la France avait massivement voté contre la Constitution européenne de 2005. Ensuite, les Pays-Bas ont emboîté le pas juste derrière. Vous avez quand même Nicolas Sarkozy qui avait été élu en 2007, et en 2007, il va signer le traité de Lisbonne dans le dos des Français. Donc vous voyez, et le problème aujourd'hui des retraites, qu'est-ce qu'on essaye de nous vendre? Eh bien tout simplement le fait que l'on veuille toujours niveler par le bas. Ça veut dire qu'on nous explique que nos voisins allemands, nos voisins d'autres pays européens sont à 65, voire 67, et qu'il serait normal que l'on aille à une retraite beaucoup plus lointaine, comme si c'était un progrès, sous prétexte qu'on vivrait plus longtemps. Mais qui vit plus longtemps? Pas ceux qui travaillent dans la voirie, qui creusent des trous du matin au soir, ou pas ceux qui travaillent dans le bâtiment, qui supportent le choc du froid ou de la chaleur en été. Donc vous voyez, il y a un vrai problème. Ensuite, Gamal Abina l'a dit à juste titre. Alain Juppé, à l'époque où il était Premier ministre, avait passé la cotisation pour le remboursement de la dette sociale, CRDS, qui devait exister 13 ans. Aujourd'hui, le CRDS existe toujours. Donc vous voyez, il y a le principe de la parole donnée en politique est important. Et quand on a des politiques qui justement ne respectent pas ces principes-là, il y a un vrai souci. Et quoi de plus normal que les Français soient en colère, puisque in fine c'est toujours eux qui paient. Lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé aux affaires, la France était endettée à hauteur de 2200 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 3000 milliards. Mais vous savez très bien, cette dette-là, c'est la dette de tous les Français. Ce n'est pas la dette d'Emmanuel Macron. Il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Les 3000 milliards, nos enfants hériteront de cette dette-là. C'est juste pas possible. Et on ne peut pas d'un côté dépenser de l'argent à outrance et à côté de ça demander aux Français d'être dans la sobriété énergétique, de travailler beaucoup plus longtemps, qu'il faille que les Français fassent des sacrifices. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et c'est vraiment un non-sens que de fonctionner de cette manière-là. Donc oui, il faut absolument changer de braquet, changer de gouvernance, de mode de gouvernance. Elisabeth Borne a mis, en effet, comme vous le disiez, son rôle de Premier ministre, pas son mandat, puisqu'on n'est pas élu Premier ministre, son rôle de Premier ministre en jeu, mais les gens jouent leur vie tous les jours. Les gens travaillent et n'arrivent pas à vivre de leur salaire. Vous avez des gens qui dorment dans leur voiture en France. Ça peut paraître étrange, mais je vous assure qu'il y a des gens qui travaillent, qui quittent le travail, qui vont dormir dans leur voiture, et le lendemain matin reprennent le travail. C'est juste pas possible. On ne peut pas avoir une société qui fonctionne à deux vitesses, où vous avez des gens comme les deux plus grandes fortunes, Arnaud et Bettencourt,
qui ont explosé les records de richesse, et à côté de ça, un appauvrissement de la société française. Vous, Abdelsalem Itache, merci de rappeler en fait que Bernard Arnault et Madame Bettencourt sont actuellement l'homme et la femme la plus riche du monde. Deux Français qui occupent donc ce classement-là. C'est du jamais vu, mais pendant ce temps, de nombreux Français galèrent, peinent à joindre les deux bouts. Dans cette manifestation des retraites, Abdelsalem Itache, quel était le moment le plus fort pour vous? Beaucoup ont parlé de l'entrée des pompiers les pompiers qui ont rejoint également la manifestation. Est-ce que pour vous c'était là le moment le plus fort ou bien vous avez un autre moment en tête? Non, il y a un vrai soutien de la société aujourd'hui et vous savez, moi alors pour le coup, je dois vous le dire, moi j'ai des amis qui sont de la majorité présidentielle et qui me disent qui manquent peut-être de courage et je les pardonne pour ça, mais qui disent tu as raison, la mesure est antisociale et qui espèrent et qui caressent le rêve que justement que cette réforme ne passe pas et pour eux ça serait une bonne fuite en avant que d'avoir le Conseil constitutionnel qui bloquerait ce texte en considérant qu'il n'est pas apparemment constitutionnel. Donc vous voyez aujourd'hui, quand vous avez, et vous voyez les sondages, 75% des Français qui sont contre justement contre la retraite à 65 ans, que vous avez 90 ou 95% des travailleurs qui sont contre justement cette retraite à 64 ans, je pense que il faut éviter les dénis de démocratie et il faut absolument qu'à un moment Emmanuel Macron se remette en question. Il l'a rarement fait. Et vous voyez, par exemple, vous me permettez juste un parallèle, vous reprenez le personnel soignant qui avait refusé de se vacciner. Vous avez en Italie, où justement on a permis à ce personnel de reprendre leur activité professionnelle, et Emmanuel Macron, par orgueil, avait refusé justement de leur permettre de reprendre l'activité. Et je vais reprendre ces termes, qui voulaient à tout prix emmerder les non-vaccinés. Eh bien, quand on est président de la République française, eh bien, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et je pense que celle-ci en fait partie. Donc, on ne peut pas se monter les Français les uns contre les autres et en même temps prétendre être rassembleur. Parce que le président de la République doit être le président de toutes les Françaises et tous les Français. Donc, vous voyez, quelque part, il a failli. Et quand on se retrouve justement dans ces comportements-là, c'est juste anormal. Abdelsalem Itache, Gamal Abina, cette réforme des retraites va sans doute laisser des traces dans le quotidien des Français. On le disait, on attend la décision du Conseil constitutionnel demain, mais on va tout de même rappeler que ce soir, la NUPES a déposé encore une autre demande de référendum d'initiative partagée dans le contexte actuel du côté de l'Assemblée nationale. Gamal Abina, est-ce qu'on peut dire que les partis d'opposition jouent pleinement leur rôle? Non, on ne peut pas dire cela parce qu'il y a un problème qui se pose et c'est un problème idéologique. On a deux partis d'opposition les plus importants, je ne parle pas de la droite qui est plutôt macroniste. Je ne parle même pas des communistes qui sont de plus en plus mauvais, c'est très impressionnant de voir le niveau des communistes. Non, il y a deux partis d'opposition, c'est évidemment la NUPES, donc qui est une coalition de partis, PS, les Verts et LFI, la France Insoumise, et l'autre grand parti d'opposition, qui reste malgré tout d'opposition, c'est le Front National, qui s'appelle aujourd'hui Rassemblement National, en gros Rassemblement de racistes. Eh bien, ces deux partis d'opposition ne peuvent pas faire alliance entre eux simplement parce qu'ils se détestent puissamment. Là encore, ça renvoie un peu aux années 30 où les extrémistes se tutoyaient, se côtoyaient en face dans l'Assemblée. En Allemagne, par exemple, chez les nazis, il y avait les communistes d'un côté et il y avait de l'autre côté les nazis. Bien, c'est un peu pareil. On a deux familles politiques qui se détestent et qui ont beaucoup de points communs. Ils se détestent parce que simplement, ils ne partagent rien. Il y a d'un côté des ultralibéraux, le Front National donc, et de l'autre côté, des planificateurs, on va les appeler comme ça, qui sont plutôt de gauche, plutôt d'essence populaire, mais ils ont un point commun, c'est le populisme, malheureusement, et ça les vraiment d'accord de ce point de vue. Là, je mets les Verts de côté parce que les Verts ne sont pas très mauvais communistes. Mais pour prendre juste la France Insoumise, ce sont des populistes forts en gueule et qui ne savent pas stratégiquement bloquer le gouvernement.
il aurait fallu, et c'est ce que j'entends beaucoup de personnes que je connais qui sont plutôt de droite, hein, que ces deux grandes familles politiques que sont la NUPES et le Front National puissent, au moins pour l'intérêt global des Français, général des Français, se mettre d'accord pour faire une motion de censure et faire en sorte que cette loi ne puisse pas passer. Il aurait fallu faire ça. Ils ne l'ont pas fait. Il n'en demeure pas moins non plus que M. Macron, de peur de se planter à l'Assemblée nationale, puisqu'il n'y a pas la majorité absolue mais relative, n'a pas voulu faire voter cette loi parce qu'il savait qu'il manquait une vingtaine de votes. Et que dans ses propres rangs, il n'était pas certain d'avoir l'accord de tous les députés. Ça, c'est des questions qui peuvent se poser avec acuité, mais c'est vrai que aujourd'hui, quand on voit le tableau général de la France et quand on voit effectivement les résistances qui sont de plus en plus importantes, avec une majorité de la population qui s'est opposée à cette réforme, le sentiment qu'on doit se poser, c'est d'avoir, et je l'ai posé plusieurs fois dans plusieurs médias, comment on peut encore accepter qu'une loi qui a été faite par un militaire qui a pris le pouvoir par un coup de force, je le rappelle, M. De Gaulle, une loi que ce général a imposée, impose non pas à l'Assemblée nationale, ce qui à la limite aurait pu se comprendre puisqu'il parlait de chienlit et il voulait que lorsqu'il fallait prendre de vraies décisions, ce soit l'autorité qu'on le fasse, donc le chef de l'État prend la décision avec le 49.3, mais il n'a pas fondé le 49.3 contre la population, mais contre l'Assemblée. Là, le 49.3 était imposé à l'Assemblée et à la population française, donc à la majorité. Bien ça, c'est problématique et je pense que le 49.3, qui est donc une sorte de bâton comme ça de maréchal qui autorise tout et n'importe quoi, devrait être abrogé. C'est un système antidémocratique qui, je le rappelle, même si en France on trouve ça normal, n'existe nulle part dans les vraies démocraties dans le monde. Il n'y en a pas aux États-Unis, il y a une Cour suprême pour chapeauter tout cela, il n'y en a pas en Angleterre, ni même en Suisse dans la votation. Il n'existe pas d'article de loi, l'article 49 alinéa 3, qui autorise le chef de l'État à prendre une décision de fait, d'autorité. Ça, ce n'est pas acceptable, et c'est une question qui doit être clairement débattue. On doit en finir avec cet article. Il n'est absolument pas à propos. Il est devenu de plus en plus antidémocratique et il pose problème à la population. Donc oui, pour vous répondre, l'Assemblée nationale ne fait pas vraiment son travail parce que l'opposition, qui est en rang dispersé, n'est pas capable de se mettre d'accord pour des raisons idéologiques, alors que c'est aujourd'hui qu'ils auraient dû se mettre d'accord. Mais n'oublions jamais une chose, Madame Le Pen, qui est une habile politique, a su dédiaboliser son mouvement et ne veut surtout pas prendre main avec la France Insoumise et la NUPES parce que elle donnerait un sentiment de faiblesse, qu'elle donnerait le sentiment à ses troupes de la trahir et surtout parce qu'elle elle perdrait sa qualité de... Donc oui, il n'y a pas d'opposition sérieuse, c'est pas comme ça que ils vont l'emporter. En revanche, je crois beaucoup plus à ce fameux référendum d'initiative partagée, parce que là, ça donnera une légitimité absolue à l'opposition qui peut toute seule, pour le coup, faire en sorte d'en finir avec cette loi qui était de façon très impopulaire. Idée est tout de même répandue par la République En Marche, en tout cas par les cadres de la République En Marche. Certains ne comprennent pas. Gamal Abinal a dit, il a des amis il connaît des personnes qui sont plutôt opposées à cette retraite, qui ne comprennent véritablement pas. Mais dans le camp d'Emmanuel Macron, il y a également beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que les Français manifestent contre cette réforme des retraites-là. Le modèle allemand semble vouloir être suivi par Emmanuel Macron, fait travailler les gens beaucoup plus longtemps en occultant bien sûr un facteur dont on ne parle pas beaucoup, dont eux ils ne parlent pas beaucoup, le facteur de la pénibilité. On semble ne pas en tenir compte dans cette réforme des retraites là. Abdel Salem Itache, est-ce que l'idée selon laquelle les Français seraient des paresseux peut être acceptée? Ouvrez votre micro, Abdel Salem. Oui, je disais, pardon, excusez-moi. Je disais, par rapport à ces marcheurs qui ne comprennent pas que les gens soient en colère, j'ai envie de leur dire de changer et de quitter la politique. Mais je suis désolé, comment soutenir une initiative qui est rejetée par la majorité des Français? C'est un non-sens. C'est aller contre le sens de l'histoire, contre le sens du progrès social, que justement balayer un acquis social de 82 et se retrouver justement avec un âge, mais au final, quand on arrivera à la retraite à 67 ans, combien de personnes, combien de personnes réellement percevront la retraite et ne mourront pas avant? Est-ce qu'à un moment, ce gouvernement se pose cette question-là et se dit pas, quelque part, enfin, je prétends
vouloir sauver les retraites, mais je suis en train d'empêcher une partie des Français justement à pouvoir finir leur vie décemment et vivre justement par rapport aux cotisations qu'ils ont apportées. Donc vous voyez, moi c'est la réponse que j'apporterai à ces marcheurs qui en fait n'ont aucune conscience politique et qui n'ont pas conscience de la gravité. Si on n'est pas capable d'écouter le peuple, eh ben on change justement. C'est qu'on n'a pas la vocation pour faire de la politique et qu'on peut aller faire autre chose. Toutes ces réponses, on va sortir de cette première thématique. Afrique Média, le monde, c'est nous.